Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. Allez, le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans. Et on découvre dans un instant un nouvel épisode. Et puis elle a une idée derrière la tech. Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? Eh bien, c'est une chronique sur notre patrimoine génétique qui a été gravé sur un cristal 5D. Eh ben, dis donc, on n'arrête plus la science et on en parle avec vous dans un instant. Et puis on va plonger aussi au cœur de l'actualité technologique dans un instant en vous proposant deux sujets. D'abord, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle qui met sous pression les data centers avec des besoins en énergie, vous allez le voir, complètement démesurés. Certains experts estiment que jusqu'à 80% des data centers actuels seraient inadaptés pour répondre aux nouvelles demandes. Alors peut-on réellement continuer sur cette voie et à quel prix environnemental? On voit ça dans un instant. Et puis on parlera en deuxième partie d'un nouvel affrontement juridique qui pourrait bouleverser l'industrie des jeux vidéo. Epic Games, le créateur du célèbre Fortnite, repart à l'attaque contre deux géants de la tech, Google et Samsung. Pourquoi, avec quelles implications? On en parle avec notre invité, notre expert Alexandre Azria, fondateur de Le Croissant AI, expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle aussi. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et on commence l'émission par regarder tout de suite un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire Le Clémy. On regarde ça. Oui, parce que moi, ce que j'essaie de te dire, c'est, si tu veux, il faut faire attention, parce que des fois... Oh là, je crois qu'il va encore bugger. Et c'est pas ça, parce que là où il faut faire, tu postes quelque chose. Toi, t'es bien, mais c'est pas... Bon, je te traduis. Ton père veut te parler de sexualité. Voilà. Et te mettre en garde contre les vidéos pornographiques que tu peux voir sur Internet. Oui, parce que là... Parce que tu les regardes volontairement ou que tu sois tombé dessus par hasard, oui, parce qu'il faut savoir que quand tu vas sur certains sites, des fois, ça t'ouvre des pop-up avec des vidéos très crues. Partout, et là... Il faut toujours garder à l'esprit que ça n'est pas ça, l'amour. Ah non. Ce n'est pas du tout représentatif de l'intimité d'un vrai couple. Oui, parce que les... Voilà, il a fini. Je sais. Attention, certains sites internet ouvrent des images pornographiques et tu n'as pas envie d'avoir ça sous les yeux. Alors mon petit conseil, installez un contrôle parental et un bloqueur de publicité. Et si un enfant m'utilise, il faut un adulte pour l'accompagner. Tu sors? Bah oui, pourquoi? T'es encore inquiet? Mais non, alors moins inquiet, pas du tout. Respire un coup, ça va aller. Mon bébé... Allez, on va continuer à parler nouvelles technologies, écran aussi, et notamment data center. Vous le savez, ils stockent et traitent des milliards de données. Ils sont menacés aussi par un défi de taille, l'intelligence artificielle. Les besoins en énergie de l'IA explosent à tel point que certains projets, notamment celui d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, ambitionnent de construire des data centers aussi énergivores qu'une grande ville. Alors, que faire justement face à cette course effrénée à la puissance de calcul? Et nos data centers actuels peuvent-ils suivre la cadence? On en parle tout de suite avec nos invités et nos chroniqueurs, notre chroniqueuse dans la première partie du talk. Et pour en parler, donc bien sûr, Lisa de Bernard, notre chroniqueuse du jour, et puis Alexandre Azria, fondateur de Le Croissant AI, expert en intelligence artificielle notamment. Peut-être première question pour vous, Alexandre, c'est quoi un data center? Pourquoi ces infrastructures, elles sont absolument essentielles au fonctionnement aujourd'hui de l'Internet et des géants de la tech comme les GAFAM? Effectivement, c'est une bonne question. Un data center, comme son nom l'indique, c'est un centre où on va stocker de la data avec des ordinateurs. Donc en général, ça va être des GPU, des CPU, ce genre de choses qui sont des cartes mères, des cartes mères exactement, qui sont dans un bâtiment qui lui en général assez bien protégé pour éviter le piratage et le hacking. Et voilà, donc c'est des endroits qui gèrent nos data, nos flux sur les réseaux. Et qui consomme aussi énormément d'énergie, on va en parler dans un instant. Ces dernières années, Lisa, l'intelligence artificielle a pris, on le dit régulièrement ici, dans l'école du futur, une place prépondérante dans de nombreux secteurs. Comment, concrètement, l'essor de l'intelligence artificielle, notamment générative, change-t-il cet essor, les besoins et les exigences de chacun de nos data centers?
Alors l'essentiel, ça va être sur les capacités de calcul des data centers, puisque effectivement, avec l'intelligence artificielle, on va avoir un boom au niveau du calcul dans ces centres. Par exemple, pour être plus concret, quand on fait une recherche sur Internet classique, et en comparaison de ce que ça donne avec l'IA pour générer du texte, c'est 30 fois plus d'énergie qui est utilisée par les data centers dans ces conditions-là. Donc effectivement, il y a un énorme boom autour essentiellement vraiment de cette capacité de calcul. Alors on parle beaucoup de l'impact énergétique de l'intelligence artificielle. Une étude du Guardian montre que les data centers, Alexandre, des GAFAM émettraient 7 fois plus de CO2 qu'annoncé initialement par justement leur service de communication et de presse. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? L'impact environnemental est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Oui, c'est surtout un sujet qu'on n'avait pas mis sur la table pendant longtemps, notamment dans la recherche. C'est dû aussi à nos modèles qui sont énergivores de par l'inférence qu'on fait à chaque fois qu'on repose une question. L'inférence étant le fait de traduire quelque chose en texte, en nombres, numériquement, et après l'entraîner sur ces nombres-là. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie et on ne sait pas trop encore comment le réduire. Les rapports mentionnent effectivement la consommation énergétique des data centers pourrait augmenter de 160%. Lisa, d'ici 2030. Quelles sont, selon vous, au-delà peut-être de l'intelligence artificielle, les raisons de cette augmentation drastique? En fait, on utilise de plus en plus le numérique et c'est un lien de cause à effet aujourd'hui assez simple. Je pense que vous avez tout résumé. Bon, voilà. Cette phrase, merci. C'est que finalement... C'est la fin de l'émission. Exactement. Non, mais c'est que finalement, au cours si on prend les tout premiers data centers qui n'étaient même pas des data centers dans les années 50-60, c'était les besoins énergétiques étaient beaucoup moins importants finalement au fil des décennies avec l'explosion d'Internet et de toutes les technologies. Oui, on a de plus en plus de trafic, de plus en plus d'applications. On a le cloud aussi. Donc toutes ces technologies-là, c'est énergivore et donc forcément ça a un impact. On utilise les data centers pas uniquement pour l'IA, on utilise aussi les data centers pour les jeux vidéo par exemple, dont on va parler après, mais c'est aussi une des nouvelles technologies qui consomme beaucoup. Ouais. La question c'est de savoir est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il faut essayer de limiter le nombre de requêtes qu'on peut faire à ChatGPT par jour. C'est une question qui va se poser en tout cas. Effectivement, d'ailleurs Sam Altman, le CEO d'OpenAI, maison mère de ChatGPT, Alexandre, a récemment proposé la construction de data centers capables de consommer autant d'énergie qu'une grande ville de 3 millions de foyers. Est-ce que techniquement c'est faisable? C'est une première aujourd'hui? C'est une première et comme avec Sam Altman, c'est assez souvent le cas. C'est pas mal de punchlines. Maintenant, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a investi en avril dernier dans une boîte qui s'appelle Exowatt. Il a investi l'équivalent de 20 ou 30 millions d'euros avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle A16Z qui est assez reconnu dans la place tech. Et cette nouvelle start-up vise à créer de l'énergie à partir du soleil et de l'énergie thermique qui viserait du coup à approvisionner les data centers. À voir si ça peut être une solution aussi. Effectivement, parce qu'effectivement le sujet de 3 millions, la consommation de 3 millions de foyers, c'est quand même énorme. D'ailleurs, l'impact environnemental, selon vous, Lisa, de ce que vous constatez au quotidien, il n'est pas assez pris en compte dans le développement actuel et à toute vitesse de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'honnêtement, on n'entend que très peu parler. Et plus globalement du numérique. De toute manière, c'est vrai que c'est pas un sujet qui est réellement mis sur la table et c'est problématique. D'autant que, là par exemple, on parle de l'intelligence artificielle et de tout le CO2 qui peut être généré au moment de l'utilisation, par exemple, de l'IA avec ChatGPT, etc. Il y a aussi tout ce qui est en amont, c'est-à-dire toutes les problématiques autour des minerais rares, quand il y a la fabrication des cartes mères, etc. Et ça aussi, ça entre dans le calcul finalement des émissions. Et pourtant, des solutions, il en existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'appuie énormément sur des énergies qui sont non renouvelables, comme le charbon ou les gaz naturels, alors que, effectivement, comme le disait Alexandre il y a un instant, il y a des solutions qui peuvent être mises en place, notamment en termes d'électricité. Et puis après, on n'a pas parlé aussi d'autres ressources comme l'eau, qui
sont aussi très problématiques dans les data centers, puisqu'elle est utilisée donc, pour refroidir les circuits. Alors après, la différence avec l'électricité ou les énergies non renouvelables, c'est que finalement l'eau, elle est utilisée comme dans les centrales, donc pour refroidir les systèmes, et après elle est rejetée dans la nature. Donc c'est plus une question de mobilisation d'une ressource qu'une question de l'utiliser. Voilà, exactement. Tout ça est intéressant. Alors d'après une enquête intéressante, oui, et récente, jusqu'à 80% des data centers actuels seraient inadaptés aux besoins que nécessite l'intelligence artificielle, Alexandre. Pourquoi ces infrastructures aujourd'hui, elles ne peuvent pas répondre aux nouvelles exigences de l'intelligence artificielle? Vous en avez parlé il y a un instant, les besoins des jeux vidéo visiblement correspondent aux exigences des data centers. L'intelligence artificielle, là, c'est tellement énorme qu'on n'arrive plus à suivre. On en revient au même souci, la puissance de calcul et surtout la rapidité de calcul. Aujourd'hui, quand on fait une requête à ChatGPT, on a la réponse en quelques secondes. Et pour ce faire, on a des infrastructures qui sont dites scalables, donc généralisables pour un maximum d'utilisateurs, et ça nécessite des GPU. Les GPU sont normalement des micro-ordinateurs en fait, qu'on avait de base utilisés pour les jeux vidéo justement. C'est sur ça que Nvidia, le leader mondial, a fait sa réputation, et on sait qu'un GPU en ce moment ça coûte beaucoup d'argent, et c'est surtout aussi très rare d'en avoir, donc c'est un problème. Pourquoi à la c'est fois rare? C'est intéressant. La chaîne de fabrication des GPU est très complexe. Les matériaux sont extrêmement rares aussi. On parle de matériaux qui viennent d'Asie, d'Afrique. C'est pour ça que Nvidia a une valorisation assez exceptionnelle et inédite surtout. C'est parce qu'ils arrivent à contrôler une chaîne de fabrication qui est extrêmement complexe. On ne pourrait pas créer aujourd'hui un Nvidia européen comme on a créé un Mistral français il y a quelques mois pour ces raisons-là. Et si je peux me permettre aussi, il y a aussi des questions de pouvoir créer de nouveaux data centers, c'est-à-dire qu'il y a aussi des pays qui s'opposent à l'implantation de nouveaux data centers sur leur territoire, parce que quand on prend l'exemple de l'Irlande, qui aujourd'hui est dépassée avec la consommation électrique de leur data center, il y a aussi des problématiques qui se posent. Si on prend l'exemple de l'Île-de-France spécifiquement aujourd'hui, si on imagine la consommation à 2030, ça sera l'équivalent juste pour l'Île-de-France de 5 à 7 réacteurs nucléaires. Donc c'est énorme. Énormissime. Voilà. Mais après, ça va à l'inverse des mesures européennes sur le sujet, parce que si on a mis les mesures de RGPD, etc., qui sont propres à l'Union européenne, ça veut dire que quand on fait run un modèle en France, ou en tout cas en Europe, il faut le faire sur des serveurs européens. Donc c'est toujours le même problème, on a besoin de plus de serveurs européens, mais à la fin on ne nous laisse pas forcément créer. Donc c'est des sujets à la fois politiques, économiques et environnementaux. Et face à ces défis, vous avez raison tous les deux, la question de l'intervention publique pour encadrer la consommation énergétique devient sans doute cruciale, et on en parlera dans les prochains mois et sans doute les prochaines semaines. Si nous, on l'a pas pris, si on l'a pas pris en considération cet aspect-là. Les États-Unis l'ont déjà fait avec, au début de l'année 2024, l'Artificial Environmental Impact Act, qui justement permet en fait de réguler en fonction de ces problématiques autour de l'utilisation d'intelligence artificielle dans les data centers. Et ben voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup en tout cas tous les deux. On va continuer à parler d'un autre sujet, l'industrie de jeux vidéo, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, vous connaissez, c'est le Zap, et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités et chroniqueuses aujourd'hui. On a invité Alexandre Azria toujours et puis notre chroniqueuse Lisa de Bernard qui justement a une idée derrière la tech. On regarde ça tout de suite. Aujourd'hui, Lisa, vous revenez sur un sujet pour le moins étonnant, il faut le dire révolutionnaire. Des scientifiques de l'université de Southampton, je vais y arriver, aux États-Unis, ont développé une technologie pour préserver le génome humain, c'est-à-dire notre patrimoine génétique pour être très concret, dans ce qu'ils appellent un cristal 5D. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Lisa? Eh bien, ce cristal philippine, il porte bien son nom, tant il pourrait être précieux pour l'humanité et même pour la biodiversité de manière générale. Ce petit bijou de technologie, il a été conçu par une équipe de scientifiques anglais et il renferme aujourd'hui les 25 000 gènes qui composent notre génome. Elles ont été encodées grâce à un laser ultra rapide et extrêmement précis dans la petite surface en silice que vous avez vue à l'écran, le matériau qui compose ce cristal, avec cet objectif un petit peu fou qui se rapproche des histoires de science-fiction qui ont abreuvé notre enfance, sauver le code génétique de l'humanité pour les milliards d'années à venir, dans la perspective où nous serions radiés de la surface de la planète pour X ou Y raison. Ce cristal assurerait désormais notre pérennité et celle de bien d'autres espèces animales ou végétales, enfin sous certaines conditions. Alors justement, lesquelles, Lisa ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, si le cristal devait être utilisé pour recréer l'espèce humaine à partir des données qui y sont gravées, malheureusement, ça ne donnerait pas grand-chose, dans la mesure où la recherche n'a pas suffisamment avancé pour recréer de toutes pièces des organismes aussi complexes. Les chercheurs ont donc plutôt fait le pari du temps et des évolutions technologiques, biologiques et scientifiques, avec une clé visuelle qui a été inscrite sur le cristal pour fournir des informations sur la nature des données et comment elles pourraient être utilisées à l'avenir s'il était retrouvé. Alors maintenant que les enjeux sont plus clairs avec vous, Lisa, forcément, on a envie de comprendre comment cette technologie fonctionne, ce qu'elle a surtout de particulier. Eh bien, ses principales particularités, avant de rentrer dans le détail un petit peu plus technique, ce sont avant tout sa capacité de stockage qui est absolument énorme, jusqu'à 360 téraoctets d'informations. Et j'imagine que ce n'est pas une unité de mesure qui parle à tout le monde. Alors sachez que 360 téraoctets, eh bien, ça correspondrait à 103 millions de chansons en format MP3, soit environ 196 ans de musique non-stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est tout de suite plus parlant. C'est clair. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde, c'est sa capacité à conserver ces données stockées de manière durable, comme je le disais, potentiellement pour des milliards d'années, là où les dispositifs utilisés actuellement se dégradent progressivement. Et puis, enfin, il y a sa capacité de résistance, qu'il s'agisse de variations de température extrême jusqu'à 1000 degrés ou de radiations toxiques. Le cristal est supposé résister à toutes les épreuves. Et pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, cette technologie, elle a raflé en 2014 le record du monde Guinness pour le matériau de stockage le plus durable. Rien que ça. Alors ça, c'était pour ses qualités avec vous, Lisa. Mais techniquement, pourquoi est-ce qu'on parle de cristal de mémoire 5D et pourquoi utiliser cette technologie plutôt qu'une autre? Eh bien, on en revient à sa qualité première, le stockage. En temps normal, pour stocker les données, c'est la 3D qui est utilisée. La 3D, pour rappel, est composée donc de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Et c'est la manière donc, dont nous percevons notre espace avec notre vision. La technologie 5D, elle fait entrer deux facteurs supplémentaires en compte, l'orientation et la position précise des nanostructures donc, qui composent ce cristal, ce qui permet en fait de stocker une quantité massive de données et de manière très dense et surtout durable. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Merci. Et donc, par ailleurs, je terminerai là-dessus, sachez que le cristal a rejoint la capsule temporelle des archives de la mémoire de l'humanité, plus connue sous le nom de projet Memory of Mankind, dont le but principal est donc de stocker les connaissances modernes afin de les préserver de l'oubli dans une grotte de sel à Alsalt, en Autriche. Eh bien, dis donc, ça s'appelle le cristal 5D. Merci beaucoup, en tout cas, Lisa, pour cette chronique. Nous n'arrêtons pas le progrès, ça, c'est sûr. On va lancer ensemble tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec Alexandre Azria, je rappelle, mais maintenant les gens le savent, expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI, et bien sûr avec Lisa de Bernard. Et pour cette deuxième partie, mesdames et messieurs, de débat, on va parler d'un nouvel affrontement juridique qui pourrait bouleverser l'industrie du jeu vidéo. Lisa, on va peut-être commencer avec vous. Comment Epic Games, donc développeur de jeux vidéo au succès fou comme Fortnite par exemple, a-t-il réussi à se faire une place non seulement en tant que créateur de jeux, mais aussi en tant qu'acteur dans des batailles
judiciaire de plus en plus médiatique contre les grandes plateformes comme notamment Google, Apple ou encore Samsung. Alors Epic Games, déjà son plus gros succès, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, c'est Fortnite qui a généré des milliards de dollars et des millions de joueurs. Pour vous donner un petit ordre d'idée, là en 2023, Fortnite c'est 350 millions de joueurs inscrits, donc c'est quand même phénoménal. Voilà. Donc ça c'est son plus gros succès. Il y a aussi Unreal Engine qui est donc son moteur graphique utilisé par bon nombre de développeurs qui participe aussi de son succès. Et puis, il y a également son Epic Game Store qui a été donc lancé en 2018. Voilà, et qui permet aux développeurs d'accéder à un autre catalogue, de pouvoir présenter leurs applications sur un autre catalogue. Et pour ce qui est du volet judiciaire, et bien effectivement, Tim Sweeney, qui est donc le patron d'Epic, est un habitué, il faut le dire, des batailles judiciaires comme celle dont on va parler d'ici quelques minutes, notamment avec une première bataille il y a 4 ans qui a été assez marquante avec Google qui était axée en fait autour du problème des commissions qui posaient problème dans l'app, c'est-à-dire que quand vous mettez une application sur l'Apple Store ou sur le Google Store ou Galaxy Store, vous avez en fait des commissions qui sont reprises par l'hébergeur. Voilà, exactement. Et donc, c'était l'objet du débat. Voilà, exactement, l'objet de son débat et donc de ce procès qu'il y a eu entre Google et Epic Games. Et puis, il y a eu également un procès du même type avec Apple qui, d'ailleurs, s'est plutôt bien soldé pour Epic Games, puisqu'en fait, ils avaient été interdits d'Apple Store et il me semble aussi du Google Play Store. Donc pendant un certain temps, les utilisateurs ne pouvaient plus jouer à Fortnite depuis ces apps. Et finalement, grâce à la réglementation européenne qui est plutôt assez ouverte sur tout ce qui est... En Europe, on peut de nouveau jouer à Fortnite depuis les iPhones. Pour le plus grand plaisir des utilisateurs et des joueurs, ça c'est sûr. Alexandre, quel est le regard que vous portez sur tout ça? Alors, on comprend qu'en fait le sujet c'est le modèle économique qui pose un défi aux géants, que ce soit Apple, Google ou encore Samsung, c'est ça? Oui, mais il y a une autre chose, une autre variable, c'est que Samsung, en collaboration avec Google, a mis en place un nouveau feature qui s'appelle Auto-Bloqueur et qui oblige les utilisateurs, s'ils veulent télécharger une application qui ne viendrait pas du Play Store ou du Samsung Store, les oblige à aller dans les paramètres, changer des choses, et c'est un processus qui prendrait 17 à 21 étapes. Donc, entre guillemets, personne ne fait ça, même les joueurs avisés que je suis. Donc c'est une grosse problématique, c'est cette feature auto-bloqueur qui a accéléré le fait que le CEO de Epic Games les attaque en justice. Effectivement, ça. Si je peux me permettre, Lisa. Juste sur le côté 17 ou 21 étapes, il faut savoir que Tim Sweeney, c'est quand même un habitué des frasques et des grandes annonces. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, quand on va sur le site d'Epic Games, il explique comment passer de 21 étapes à 4 étapes. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas tout à fait pareil. Donc, mais ça reste un processus assez lourd. Tout à fait. Ça n'incite pas les utilisateurs à le faire. Mais en tout cas, voilà, il s'est appuyé sur ces 21 étapes, mais c'est possible de le faire de manière beaucoup plus courte. L'idée, effectivement, de ce qu'on comprend, c'est une fonctionnalité qui empêche l'installation d'applications depuis des sources non autorisées, ce qui, du coup, a été le cas d'Epic Games à un moment, quand le Google Play Store et le Samsung Galaxy Store auquel l'avaient Samsung interdit. A répondu. Nous avons mis en place cet autobloqueur pour éviter de mettre des applications avec des virus, des applications malveillantes. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Un tour de passe-passe, c'est juste pour obliger les utilisateurs à ne pas aller télécharger Epic Games ou jouer à Fortnite. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer aussi pourquoi, justement, on a parlé du modèle économique, mais ce sujet-là, c'est que Apple, Google ou encore Samsung font payer à Epic Games, par exemple, et notamment à tous les autres éditeurs de jeux vidéo et d'applications payantes, une commission d'environ 30%, c'est ça, Alexandre? Exactement. Ouais, et sauf que ça, c'est compliqué pour les éditeurs. Et c'était pas les seuls. Il y a eu, il y a quelques années, Spotify, si je ne dis pas de bêtises, qui avait du coup changé leur modèle économique et qui avait obligé les utilisateurs à aller régler autre part que sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Donc c'est des pratiques assez communes. Je pense que la question, c'est pas
pourquoi, mais combien 30%, c'est vrai que ça reste un chiffre. Après, pour être honnête, moi j'ai mon avis sur le sujet. Je pense que quand on est capable de venir atteindre quelques milliards de personnes parce qu'ils possèdent un Samsung ou un Apple, je trouve ça légitime qu'ils prennent leur part du gâteau aussi. Donc c'est toujours un jeu assez difficile. Ouais, pas évident, effectivement. Mais en revanche, ce qui est commun ou pas, d'ailleurs, vous allez me le dire peut-être, Lisa, c'est l'utilisation de cette technologie comme l'autobloqueur pour limiter les boutiques tierces sur les appareils. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est courant dans l'industrie des smartphones ou est-ce que là, ils ont peut-être un peu pris en grippe Epic Games pour d'autres raisons? Non, comme le disait Alexandre, c'est des pratiques qui ont existé chez Spotify. Voilà, c'est pas... Et encore une fois, là-dessus, je partage votre avis, c'est que ça s'entend dans les deux sens. Hein. Donc, non, c'est des pratiques qui sont plutôt assez communes. Là, effectivement, c'est juste que le côté, la défense qu'a adopté Samsung d'évoquer les problématiques sécuritaires. En fait, ça peut être remis en cause, notamment parce qu'il existe déjà d'autres logiciels fournis par Samsung et Google pour protéger les utilisateurs, notamment le Google Play Protect et le Samsung Knox. Donc, là-dessus, c'est juste que potentiellement, c'était peut-être pas le meilleur angle pour se défendre. Exactement, mais ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Après, même si le processus ne dure que 4 étapes et pas 17. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais il y a des pop-up qui s'affichent à chacune de ces étapes. Vous allez mettre en place des applications malveillantes sur votre téléphone, donc ça donne encore moins envie. Ça crée un stress. Ça crée un stress. On ne sait pas si l'application est réellement la bonne ou si c'est pas une autre. Donc c'est un sujet assez compliqué, assez complexe, et on va voir ce qui va en sortir. Ben oui, quelles seraient du coup, selon vous, les conséquences à long terme, Alexandre, pour l'industrie des jeux vidéo si Epic Games venait à gagner cette bataille contre Google et Samsung? Est-ce que ça pourrait modifier en quelque sorte l'équilibre des pouvoirs dans la distribution des jeux? Ah, ça c'est sûr, et pas uniquement pour eux. Donc le CEO d'Epic Games aime bien se voir en chevalier blanc et prendre tous les problèmes pour lui. En l'occurrence, je pense que ça permettrait à l'industrie du jeu vidéo, avec laquelle on parle assez souvent, excusez-moi ici, mais je pense que ça va permettre de peut-être relancer cette industrie qui est à bout de souffle parfois, et surtout qu'on passe pas mal de temps sur nos téléphones, donc ça leur permettrait de se relancer. C'est sûr. Vous partagez cet avis, Lisa? Oui, et puis surtout, ça permettrait peut-être aux développeurs aussi de se saisir du sujet et notamment de pouvoir demander des conditions plus favorables. Parce que, par exemple, si on prend l'Epic Game Store, et c'est ce qui aussi a fait son succès, c'est qu'au lieu de prélever 30% de commission, eux, ils sont plutôt sur 12%. Et donc, en ayant déjà ce fait-là, plus potentiellement une victoire d'Epic Games, ça pourrait les pousser à demander des conditions plus favorables à des géants. Donc, ça remettrait un petit peu... il y aurait une fragmentation du marché d'une part, et puis ça remettrait en cause leur position dominante. Ce qui est bizarre, c'est que d'un point de vue beaucoup plus technique et politique, normalement l'Apple Store est ce qu'on appelle en close source, c'est-à-dire que personne qui ne fait pas partie de Apple peut venir dans cet Apple Store. Oui. En l'occurrence, normalement sur le Samsung Store ou autre d'ailleurs, mais ce sont des logiciels dits open source d'une certaine manière, donc qui sont censés être accessibles à tous et à moindre frais. Donc ça va pas dans leur politique, et en général les gens qui choisissent un téléphone Samsung ou autre, Android en tout cas versus un Apple, ont ce mindset-là. Tout à fait. Donc, mode de pensée, de pouvoir accéder à des applications ouvertes à tous. Et ben voilà, en tout cas, je crois qu'on a fait un petit tour de l'actualité tech de cette semaine avec vous deux. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Je rappelle, Alexandre Nazria, expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI, et puis bien sûr Lisa de Bernard, qui est aussi et surtout notre chroniqueuse du jour. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité tech, et puis surtout dès demain 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.